Le thème donc de la matinée, c'est jeu d'équilibre, Dieu, pouvoir et sacrifice, donc un vaste programme. Il sera question notamment aussi dans cette matinée de revenir sur Tieste, que beaucoup d'entre vous, je pense, avaient vu hier soir. Nous avons en fait deux parties. On va commencer ce matin par écouter successivement Richard Drayton, qui est historien. C'est un historien qui est en poste au King's College de Londres. C'est un spécialiste d'abord à l'origine de l'histoire des Caraïbes et qui a beaucoup travaillé ensuite sur l'échange, sur l'histoire globale, l'histoire impériale ou l'histoire coloniale et les échanges entre l'Empire britannique et ses colonies. Et puis, par extension, il a aussi s'est intéressé à la comparaison entre l'Empire français et l'Empire britannique. Et, son livre le plus marquant s'appelle Nature's Government, Science, Imperial Britain and the Improvement of the World. C'est un travail notamment sur la façon dont l'Empire britannique a utilisé les colonies pour importer, analyser les différentes espèces végétales en les important en Grande-Bretagne, et c'est tout ce que ça nous dit des rapports coloniaux. Richard va nous parler donc de pouvoir et impuissance dans le jeu. Et puis ensuite, donc, nous écouterons Rebecca Arendt, qui est professeure associée en histoire de la musique à l'université d'Utrecht et qui est spécialiste de la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui travaille, si j'ai bien compris, sur la circulation des goûts et des pratiques musicales à l'échelle internationale et qui nous présentera donc une communication sur musique, harmonie et négociation internationale, un intéressant rapprochement. Alors, il sera beaucoup question dans cette matinée donc du pouvoir, des jeux de pouvoir et du rapport évidemment aux règles. Alors, pour peut-être introduire, hier, beaucoup d'entre nous avons été assez tiraillés entre l'amour du jeu et l'amour du spectacle. Certains ont combiné les deux, d'autres ont, pour dire, tenu une des deux passions à distance et ont fait un choix cornélien, sinon racinien. Et en même temps, alors moi, j'ai regardé le match de foot, je le confesse. Et pour ne pas totalement finalement culpabiliser, j'ai regardé aussi le match de foot à l'aune. Je suis professeur de sciences politiques, donc la question du pouvoir, des règles, du rapport à la règle m'intéresse. Et là, je me dis quand même que le match de foot, et je regrette qu'on n'ait pas aussi une communication sur le sport, est quand même un merveilleux moment de réflexion sur le rapport à la règle. Il y a un anthropologue britannique qui s'appelle Frederick Bailey qui a écrit un livre qui a été traduit en français et qui est malheureusement qui est épuisé, qui s'appelle Les règles du jeu politique, dans lequel il développe l'opposition entre les règles normatives et les règles pragmatiques. Grosso modo, quand on regarde un match de foot, il y a des règles normatives. On sait ce que c'est qu'un hors-jeu, on sait ce que c'est qu'un penalty, les causes d'un penalty. Et puis il y a aussi les règles pragmatiques, c'est-à-dire tout ce qu'en fait un bon joueur doit savoir faire pour pouvoir effectivement jouer le jeu. Et parmi ces règles pragmatiques, effectivement, il y a évidemment l'apprentissage de la façon de tricher ou de faire des fautes, mais des bonnes fautes. Au foot, il y a des bonnes et des mauvaises fautes. C'est-à-dire, si vous fauchez un attaquant à 50 mètres des buts, c'est une bonne faute. Si vous le fauchez dans la surface de réussite, c'est une mauvaise faute, puisque 80% des pénaltys, généralement, arrivent au fond des filets. Et évidemment, si vous voulez jouer au foot, effectivement, il faut intégrer ces règles pragmatiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que les arbitres ont un rapport à la règle pragmatique qui est normatif, si j'ose dire, c'est-à-dire que les arbitres ne sanctionnent pas de la même façon les fautes. Et notamment, les fautes qui correspondent à la règle pragmatique sont moins sanctionnées d'un carton jaune, a fortiori d'un carton rouge, que quand vous faites une vraie faute, c'est-à-dire. Bon. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la vie sociale, dans la vie politique, on a cette réflexion et ce fonctionnement permanent, effectivement, des règles normatives et des règles pragmatiques. Et les règles pragmatiques sont effectivement des règles, dans la mesure où ce sont des comportements réglés, mais qui généralement ne sont pas écrits, ne sont pas codifiés, s'apprennent par apprentissage.
Et je pense que justement une bonne partie des réflexions qu'on peut avoir sur les jeux de pouvoir combinent en permanence une réflexion sur ces deux niveaux de réalité, puisque quand on regarde finalement les travaux sur le fonctionnement de la politique, alors on peut travailler sur les constitutions, on est en train de la réformer, et donc on joue aussi sur les règles normatives parfois, mais c'est très compliqué de réformer la constitution, mais il y a aussi beaucoup de règles pragmatiques qui sont essentielles pour bien jouer, et elles sont effectivement, on pourrait dire, elles sont pas des contraintes, elles sont aussi des manières qui permettent d'exercer le jeu, et ces règles pragmatiques, effectivement, c'est la différence effectivement entre un bon politicien et un mauvais politicien, et ça a donné évidemment l'objet d'une littérature considérable, hein, depuis la Chine jusqu'à Machiavel, et encore aujourd'hui à travers des tas de manuels de la façon de bien faire la politique. Alors voilà, c'était une réflexion liminaire, je n'interviendrai maintenant pas plus que comme un maître des horloges, donc je vais tout de suite donner la parole à Richard Dwayton pour 15 minutes, et puis ensuite on écoutera Rebecca Arendt. Qu'est-ce que c'est le micro? Alors, tiens. Merci Frédéric, merci Catherine et toute l'équipe de l'ANR. Tout monument de culture est un monument de barbarie, disait Walter Benjamin. Et nous pourrons ajouter chaque jeu, chaque régime de l'art ou de la recherche, comme chaque ville entre ses remparts, et en même temps un espace de liberté où un Nureyev ou un Umtiti ou un Mbappé peut faire un excès de grâce, et aussi un espace de contrainte et même de la répression. Il y a, comme nous avons vu hier matin dans l'intervention d'Elisabeth Wieselberghi, les jeux des singes capucins ont les jeux sans règles, de comme on veut. Ça existe aussi pour les êtres humains. Et Wittgenstein, aussi dans l'investigation philosophique, nous présente le cas que les joueurs peuvent changer les règles sans penser pendant le jeu. Mais la plupart de nos jeux, même ceux que nous jouons quand nous sommes seuls, sont disciplinés par, voire terrorisés par ce que nous pensons que les autres veulent ou attendent. Dans son œuvre Troublant Créature, la chorégraphe Sascha Wolz nous offre une vision de cette liberté contrainte dans la façon dont les gens occupent leur corps, se naviguent dans une situation délicate par rapport à l'autorité publique de l'État, la sphère de la société et de la tribu, l'espace des relations intimes avec les amants et le cosmos brisé de l'âme privée. Le jeu humain est presque toujours un effet de pouvoir, et au contraire, des réponses de ceux qui, volontairement ou pas, sont placés sous la suggestion des règles. L'esprit ludique trouve son plaisir, ou un mode de survie, dans une performance plus ou moins transgressive. Comprenons-nous vraiment la profondeur de la situation d'une Iphigénie entre l'âme privée, la volonté des dieux et de la communauté, ou notre situation pareille devant les urnes, où nous nous avons trouvés en face d'un choix entre Macron et Le Pen. Dans le pur présent d'Olivier Py, il chante dans leurs multiples situations un joueur grec tragique condamné à une fiction d'individualité apollonienne. « Je voulais juste vivre dignement », il répète, mais la volonté est impuissante à réaliser la vertu ou la dignité, peut-être même à la choisira. L'esprit de liberté contraint de sa volonté d'être libre. Les sciences humaines, des académiciens et des théologiens préfèrent normalement regarder les jeux de la culture d'en haut, du point de vue des lois et de ceux qui ont le pouvoir de choisir les règles. Nous pensons plus souvent aux grammaires, aux utopies de l'autorité, qu'aux dialectes ou aux pigeons, aux gestes et compromis de ceux qui sont en dessous. Nous regardons le combat dans le jeu, mais moins les luttes qui entourent les jeux. Commençons où nous sommes, ici à Avignon. Le pont d'Avignon où nous dansons, au XIIe siècle, le seul travers sec du Rhône entre Lyon et Marseille. Un territoire de frontières et d'échange entre les intérêts du nord et du sud-est de l'ouest de la France et ceux du péninsule d'Italie.
entre le royaume de la France et le Saint-Empire romain, entre ses intérêts étatiques et les papautés. Ici se vit au croisement des luttes pour l'hégémonie sous les règles de jeu de la politique, de la culture et de la religion. Ici, on centre la culture de la France, du monde méditerranéen ou de l'Europe. Ici aussi, un espace produit par les massacres, par la domination aristocratique, par le régime de terreur des Castellans. Homo ludens, homo pugnans. Nous oublions-nous de l'économie. N'oublions-nous pas de l'économie. La route juste là, le cours Jean Jaurès, devient route de la République. Était à son apogée, près du palais, le premier marché de change de l'Europe, où les banquiers italiens se sont enrichis, facilitant le transfert d'argent de la papauté à travers l'Europe, les dîmes polonaises transformées en les salaires des mercenaires en Italie. Cette activité de change a été dérivée des statuts de 1243 de la République d'Avignon. Avignon a été le premier organisme légal à réglementer les transactions fiduciaires, en statut de litris cambi, dans les règles du jeu des lettres de change. Mais souvenons-nous, au-dessous de ces lettres de change et toute la politesse d'Avignon, les travaux inéluctables des paysans et des artisans étaient extraits par des seigneurs et des prêtres, éloignés par ceux qui avaient la liberté de se déplacer. Le bien local devenait la marchandise mobile, devenait l'objet de la spéculation matérielle, sans quoi il n'y aurait pas de spéculation théologique ou philosophique à Avignon, pas de temple des beaux-arts. Soyons clairs, les pratiques économiques qui ont été régies par une telle loi l'ont précédé, tout comme les jeux de bal avec des règles spécifiques à chaque lieu, a eu lieu à travers le monde, avant les Anglais au XIXe siècle, en l'âge de la Pax Britannica, avaient le pouvoir à imposer, à exporter les règles normalisées de ce que nous appelons maintenant le football et le rugby. Mais la régulation était la clé de son essor. Et n'oublions pas que dans la vie économique et de l'esprit, comme sur le terrain de foot, la carte n'est pas le territoire. Cette expérience de l'expression contrainte est sans aucun doute la réalité de l'immense majorité de l'humanité. Pensons de la belle France, la France classique, la France des 40 de l'Académie, des mœurs et coutumes de la cour de Versailles ou des bourgeois de Paris. Cette France unifiée et normalisée par les forces des écoles et des gendarmes de la Troisième République. La rue Ferdinand Mistral, juste là, nous fait prendre conscience du prix de cette haute civilisation, c'est-à-dire du prix des normes de certains par rapport des autres. Des pertes, comme l'oubli du Provençal viesidica cupo, que nous veigne des Catalans, adering begin in truppe, louven pur de notre plein. La régulation, la conscience de soi d'un régime de règles. Là, nous trouvons le pouvoir en sa pureté. Quant à cet exploit de volonté, nous trouvons le choix d'être humain, individuel, turbulent. Bien sûr, l'idée de règles nous donne la possibilité de la nouveauté, de l'innovation. Comme Philippe de Vitry, ici à Avignon, au XIVe siècle, faisait une distinction entre ars antiqua et ars nova dans la musique polyphonique. Pour penser de la nouveauté, c'est-à-dire pour être moderne, qui est en fait quelque chose de plutôt vieux, nous devons en même temps connaître et respecter la loi et la briser. Mais tout le monde dans une société donnée n'a pas le même droit au pouvoir, au sens de la capacité, de participer au jeu, même moi de tester les limites de la convention et de faire des exploits de ce que nous reconnaissons comme l'originalité ou la génie dans cet espace entre ordre et transgression. Regardons-nous dans cette salle, les joueurs et les spectateurs de ce grand sport. À quel point nous sommes différents en tant que groupe en comparaison avec l'équipe qui représentait la France hier soir à Saint-Pétersbourg. La liberté dans les jeux de la politique ou de la vie économique est souvent inégalement répartie. C'est nulle part plus le cas dans les colonies d'outre-mer de l'Europe. La domination coloniale se réduisait fondamentalement à forcer les colonisés à se soumettre, du moins du point de vue extérieur, aux règles et mœurs de jeu européennes pour tout ce que touchait à l'État,
la vie économique, la culture, ou même le grand jeu pascalien de la vie spirituelle. Édouard Glissant décrivait à ce sujet une poétique forcée où l'expression de soi était canalisée par le pouvoir de l'autre dans un vocabulaire et un style contraints, là où une nécessité d'expression confronte un impossible à exprimer. Les dieux des faibles doivent se cacher et faire le travail derrière les masques des dieux de tyrans, et les Gouas jumelés avec Saint Anthony, Damballa avec Saint Patrick. Quand j'écoutais le Kreutzer Sonata, j'écoute toujours la musique populaire slavique au-dessous de la domination de l'Allemagne de l'Ouest. Que se passe-t-il lorsque deux façons de savoir se rencontrent sous des termes inégaux? Nos outils dans les sciences humaines sont impuissants normalement à comprendre la situation, car nous portons avec nous dans nos pratiques intellectuelles une impulsion monothéiste à aspirer à des ordres de vérité simples, monolithiques ou monocentriques, à vouloir résoudre la complexité ou à mettre l'accent sur la dispersion centrée sur la marge. En relation avec ceci, il y a un investissement dans l'idée de la conversion, l'idée d'un voyage à sens unique, à travers un passage intermédiaire vers une vérité ou une valeur qui vit solidement du côté droit de l'équation. Cette idée de conversion sous-tend notre habitude de prendre le prix ou de changer la valeur des choses pour leur valeur intrinsique ou leur signification. Et notre hypothèse que ceux qui se soumettent à un contrat y consentent nécessairement. C'est un problème récurrent dans l'histoire des idées où nous avons tendance à évaluer la signification d'une intervention intellectuelle par rapport à des idées, des hypothèses et des valeurs conventionnelles au moment de parler ou d'écrire. Il est également important dans notre hypothèse économique libérale que le prix du marché fournisse un guide efficace sur les significations d'un acte d'échange. Dans les deux cas, il y a une simplification utopique. Le prix et la convention nous en disent plus sur le terme de l'échange, les agents, institutions ou hypothèses qui jouissent du pouvoir ou du prestige dans un contexte particulier qu'ils n'expliquent comment les contemporains ont réellement évalué les biens, des idées ou des tournures de phrases dans lesquelles ils en transigent. Le défi est donc le même qu'il s'agisse de la création artistique ou des sciences sociales. Comment interpréter la volonté et le rire des joueurs qui n'avaient guère le choix du jeu et encore moins le choix des règles? Comment comprendre les marges ainsi que la mise en point? Comment entendre les petites voix? J'ai proposé ailleurs qu'une solution consiste à traiter les objets culturels comme des palimpsestes synchroniques, où nous devons, avec amour et attention, déchiffrer le main de l'impuissant qui cherchait malgré tout à être lui-même. Merci pour ce voyage conceptuel et dans le temps. Est-ce que tu peux rester hein, peut-être que maintenant, voilà, Rebecca Arendt donc va. Je lis aussi ma texte. Je dois remercier toute l'équipe d'organisation et aussi mon collègue Damien Maillet qui a corrigé la plupart de mes fautes françaises. Le reste est à moi. Alors, les distinctions entre les différents modes de diplomatie font l'objet des débats depuis plusieurs décennies. Mais que la diplomatie soit bilatérale ou globale, animée par les citoyens ou accréditée, la musique y joue toujours un rôle. Cette intervention est à l'écoute des sons de la négociation dans les relations internationales. À partir d'une étude du cas à l'aube du XVIIIe siècle, je démontre la préoccupation constante des acteurs de la scène internationale pour quelle musique est jouée, qui l'utilise et comment elle est utilisée. Je reconstruis les solutions proposées
aux 3 défis toujours d'actualité: le choix du répertoire, la question de la puissance individuelle et le recours à la musique pour modéliser les relations harmonieuses. Comment choisir la musique jouée sur la scène des relations internationales? Cette question est d'importance pour un congrès diplomatique. L'histoire nous dit que les interactions intimes, voire non verbales, sont les plus efficaces sur le chemin de la paix. Souvent, les négociations les plus importantes sont menées non à la table ronde, mais au bal, au théâtre, au concert. On se souvient du bon mot du prince de Ligne, disant du congrès devient qu'il ne marche pas, il danse. Un siècle auparavant, alors que se négociait la paix d'Utrecht en 1713, un observateur remarquait: « J'ai cru que la paix se traiterait à la maison de vie, et elle se traite dans les assemblées, les festins, les bals et les réjouissances. » Mais je désire voyager encore plus loin et considérer le cas de Ryswyck en 1697. Ces négociations aux Pays-Bas visent à mettre fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, aussi dite guerre de 9 ans, qui a vu presque toute l'Europe se ranger contre la France de Louis XIV. Cette guerre est parfois considérée comme la première guerre vraiment mondiale. Mais il y a plus. À Ryswyck, la table ronde est utilisée pour la première fois, tandis que la conférence est le sujet d'une couverture médiatique étendue. Ryswyck inspire à François de Callière l'un des premiers et des plus populaires manuels de la diplomatie moderne, de la manière de négocier avec les princes. Dans ce texte, Callière remarque qu'un ambassadeur ressemble en quelque manière à un comédien exposé sur le théâtre aux yeux du public pour y jouer des grands rôles. Or, le théâtre joue précisément à cette occasion un rôle crucial. C'est l'un des rares endroits où les représentants des partis opposés pouvaient coexister publiquement. Alors que les conférences se tiennent à Ryswyck, le centre de sociabilité est à La Haye. La grande affluence des gens de qualité exige que le village fournisse des divertissements appropriés. Ainsi, le magistrat de La Haye autorise 3 troupes de théâtre qui présentent tout un aspect musical. On peut dire que le magistrat connaît l'importance de la musique. Une troupe néerlandaise, une compagnie d'opéra qui n'a pas pu s'effectuer et une troupe française. Cette dernière a été demandée par les ambassadeurs eux-mêmes. Cette troupe française, qui s'est appelée les Comédiens français du roi de la Grande-Bretagne, comprend d'importants acteurs et musiciens internationaux. Formés en France ou à l'étranger, ses membres ont des liens étroits avec la Comédie française et la Comédie italienne de Paris. Ils ont joué devant les souverains les plus importants de toute l'Europe et entretiennent des relations personnelles avec les ambassadeurs du Congrès. Leurs actions sur les planches ou dans les coulisses révèlent la connaissance qu'ont les interprètes de leur rôle dans le processus de paix. Le théâtre semble en effet un lieu où les interprètes se font ambassadeurs. Le désir de créer une expérience positive pour tous s'étend au choix du répertoire, tandis que les comédies parlées étaient communes dans les premiers temps de la négociation. La troupe a décidé de monter quelque chose d'extraordinaire pour ce qu'ils pensaient serait être la fin du processus de paix. Ils ont choisi une pièce populaire depuis plus de 30 ans et considérée comme un classique, Psyché, conçu par Molière et versifié par Pierre Corneille et Philippe Quinault, avec des contributions musicales de Jean-Baptiste Lully, le tout-puissant surintendant de la musique de Louis XIV. La représentation de Psyché doit marquer la célébration de la paix enfin conclue, devant un public distingué qui comprend le tsar Pierre Ier, bientôt dit le Grand.
Elle aurait dû ouvrir le 27 septembre 1697, une semaine après la date prévue pour la signature des traités. Représentée pour la première fois à la cour de France en 1671, la pièce est aujourd'hui considérée comme propagande Louis XIVienne. La première représentation devant le Roi Soleil comprend un ensemble de plus de 300 musiciens, acteurs et danseurs. Malgré son coût scandaleux, Psyché a connu un succès international parce que les circonstances de son origine ne devaient pas décider de sa fin. Dans d'autres pays et sur d'autres théâtres, la pièce trouvait de nouvelles forces, le plus souvent suivant une partie commune à la Comédie Française après 1680, avec un ensemble réduit à 2 chanteurs, 5 danseurs et un orchestre de 6 à 10 musiciens. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour souligner que la mise en scène de 1697 à La Haye pourrait nous inspirer à faire revivre cette merveilleuse pièce de théâtre. Psyché était particulièrement approprié pour une audience mixte à La Haye. Les 5 actes mêlent la comédie, le pastoral et la romance à la tragédie, tandis que les divertissements ou entr'actes avec chansons et danse explorent tous les registres du sérieux au grotesque. Le mythe, communiqué par Apulée dans l'Endor et retravaillé par Jean de La Fontaine, était très connu à ce temps. Cette histoire de l'amour d'un Dieu pour une mortelle peut être interprétée comme une exploration des tensions entre l'humain et le divin, ou de la lutte de l'âme vers la perfection, ou bien comme une caution morale contre la curiosité, ou plus simplement comme un conte galant. Dans le dessin de Molière, et notamment dans les vers passionnés du Grand Corneille, Psyché apparaît comme l'une d'entre nous. Elle pleure, elle sourit, elle fait d'énormes erreurs, comme l'Iphigénie de Racine, et j'ose dire que Psyché a été le modèle pour Iphigénie. Psyché est une princesse soumise à des forces au-delà de sa volonté, qui consent d'être sacrifiée pour sauver son peuple d'un monstre. Le deuil du peuple et le stoïcisme de la princesse donnent l'impression d'une société unifiée dans la croyance et le devoir. Mais ce n'est pas un monstre qui enlève la belle Psyché, c'est le vent, le doux zéphyr qui l'emporte pour le plus puissant des dieux, l'amour lui-même. Ces thèmes universels, devoir, sacrifice, faiblesse humaine et amour, aurait pu informer le choix de Psyché pour le congrès de Ryswick. Et pourtant, cela peut sembler étrange, parce que Psyché a été conçu comme célébration des triomphes de Louis XIV. Le prologue musical d'origine s'ouvre avec un chantefleur, déesse du printemps, qui exhorte les spectateurs à louer la puissance qu'a le roi d'établir une paix nouvelle et fait attendre ici au geste musical et rythmique. Ce n'est plus le temps de la guerre, le plus puissant des rois interrompt ses exploits pour donner la paix à la terre. L'exaltation de Flore est suivie d'un chœur de célébration générale qui s'exclame. Référence à la gloire de Louis XIV pose problème à La Haye, il est néanmoins possible que le thème pacifique du prologue ait inspiré le choix de Psyché. Mais un contretemps de dernière minute interdit la paix générale.
Le Saint-Empire s'est refusé à respecter la date limite imposée par la France sur la question de Strasbourg. Le 1er septembre, la France retire donc son offre de paix et de nouvelles négociations commencent pour une paix séparée. De nombreux observateurs craignent que l'architecture entière de la paix s'effondre et Psyché est déjà en répétition. Que faire? Il faut improviser. Les acteurs avertis de l'échec des négociations sauvent leur spectacle en modifiant fondamentalement le prologue. Toutes les références à la paix et à tout souverain ont été omises. Le chant de Flore et les premières lignes du chœur ont été entièrement découpées. Le spectacle commence donc avec une ouverture instrumentale suivie par un chœur chantant ces lignes. Descendez, mère des amours, venez-nous donner le jour, venez-nous donner le jour, venez-nous donner le jour, descendez, mère des amours, venez-nous donner le jour. Puis, 4 bergers et une nymphe dans une entrée pastorale qui contribue, je le pense, à construire l'image de plaisir commun et universel dépris de tout aspect politique. Ce changement de la célébration d'un seul roi commandé par une déesse aux jeux innocents et universels d'un ensemble de personnages met en relief le microcosme de la conférence de paix troublée par les événements des jours récents. Enlever toute référence à un souverain était nécessaire. Qui célébrait dans un théâtre qui comprend les envoyés d'une quarantaine de souverains, dont certains sont encore en guerre? Ainsi, le contexte diplomatique incertain a matériellement affecté la forme de la production. Et la paix réelle du prologue d'origine est transmutée en le fantasme collectif d'un monde encore à venir. Ironiquement, comme Psyché, le congrès n'était pas beaucoup plus qu'un spectacle public. Ces acteurs diplomatiques n'avaient qu'une partie du texte en main et les traités sont en vérité négociés ailleurs. Mais le spectacle du congrès a captivé l'imagination publique. Gazettes et journaux ont publié régulièrement des mises à jour. Des gravures représentant le fonctionnement interne du Congrès prolifèrent et aident le public à imaginer le travail des négociateurs, de leur placement dans la salle des négociations, au travail du médiateur ou au moment de la signature des traités. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a des divergences dans ces représentations. La paix était-elle signée de jour ou de nuit? Le médiateur a-t-il travaillé seul ou a-t-il activement réglé les différends? Avait-il une table ou non? Et la paix était-ce un succès ou non? Quoi qu'il en soit, le congrès de Ryswick laisse en héritage une grammaire et un répertoire diplomatique qui informent encore nos pratiques. Cette grammaire est aussi musicale. Pourtant, je dois noter que la musique de Psyché se conforme aux règles de la juste harmonie de son temps, une harmonie en passe de s'établir comme le modèle et la fondation de la musique classique en Europe occidentale et de renouveler le son de l'harmonie et du concert politique. Merci. Est-ce que reprendre Psyché en 1697 à Ryswick, à un moment où le style artistique, qu'il soit théâtral, littéraire, qu'il soit musical en particulier, mais qui commence aussi du côté pictural, français, se répand en Europe, ne peut pas être lu comme on va faire des concessions politico-territoriales parce que la paix est
compliqué à négocier après la guerre de la Ligue de Gbourg. Mais ce qui importe, c'est que le modèle culturel, c'est le modèle français. Est-ce que j'abuse en le voyant comme ça, Rebecca? Oui, mais ce n'est pas antérieurement de la France, parce que le style français est distribué dans la circulation internationale, aussi des réfugiés. Il y a des milliers de Français qui sont à ce moment défrancisés. Et je veux dire que le style français est aussi un peu défranchisé. Il est un style international, avec des classiques. Jean-Baptiste, lui, même, il était florentin, et à l'étranger, il reste florentin, pas français. D'accord. On pourrait en discuter encore. Mais Voilà, alors, à la mi-temps. I want to ask a little question of Rebecca. I'll ask it in English because that is both of our first languages. I'll ask it slowly. As you were speaking, I thought I was reminded of the little book of Patrick Boucheron on the frescoes of Siena. I'm forgetting the title. Peur, Conjurer le Peur, in which he talks about the importance of the kind of iconography of war and peace in terms of constituting forms of community. And I wondered really to what extent what is being rehearsed at Ryswick in terms of these forms is not in fact a far older imperial register that is kind of reaching back into particular kinds of Renaissance norms which are constructing themselves on ideas of classical harmony which derive from some kind of imperial power which emerges out of domination or out of compromise. Yes and no. So it is true that particularly from the 1680s on, there's a great revival of Platonic thought on harmony. But the difference is that you have already, Locke has already happened, Hobbes has already happened. And the real difference at the turn of the 18th century is the attention to the public. So if we think of Hobbes's image of the sovereign, there are strings that connect the sovereign to the people. And the vibrations from the sovereign to the people also come back. So it's this idea of contractual sovereignty that you were talking about. And what is really different at Ryswick is at Rijswijk, however you want to say it, Rijswijk. What is really different there is the involvement of the public, how very interested people are, and the fact that we have a print media that is widely distributed. So you have journals, Gazette, all over Europe, also in the colonies, that are reporting on the events on a daily basis. So this is something really different. It's not just the elites, it's also the people who are being affected. Oui, c'est aussi une question pour Rebecca. On comprend bien le rôle culturel de la musique dans ces négociations. Je me demandais, et c'est une question tout à fait naïve, est-ce qu'il y a une analyse historique de l'influence de la musique au niveau individuel, au niveau comportemental individuel? Des intervenants ou pardon. Des ambassadeurs ou de... Maybe I can ask it in English. Maybe it will be clearer. My question is, you really clearly showed the importance of music, culturally speaking, in the negotiation. But I was wondering whether, historically speaking, there are texts related to the influence of music at the behavioral level, individual level. As you know, now people are really working on the impact on music, behaviorally speaking. Yeah. So,
Il y a des textes, mais c'est rare. Le défaut de matériaux est un problème, mais il y a des lettres, il y a des échanges, des livres qui soulignent l'importance de la musique dans les négociations et aussi dans la vie des ambassadeurs et de la part des musiciens ou des acteurs même ils sont, les acteurs, les musiciens sont so aware de son rôle. Je dois faire quelque chose pour faire le plaisir à ce public ou à ce souverain. Je dois être apolitique, qui est peut-être la plus politique position. Il est là. Nous aurons donc l'occasion de remonter vers l'Antiquité avec deux interventions qui vont aller ensemble. Celle de Vinciane qui va venir nous rejoindre si elle veut bien, et celle de Chloé Dabert qui est là, qui est arrivée, qui va venir écouter discrètement, puis qui nous rejoindra aussi pour que nous parlions d'Iphigénie. Donc on va essayer de faire fonctionner ces deux voix ensemble autour d'une question qui est celle des dieux et de leur pouvoir dans l'Antiquité. Elle a été longtemps à Liège en poste comme chercheur du FNRS, qui est l'appellation belge de ce qu'en France on appelle le CNRS. Ça va, si je le dis comme ça respecte à peu près. Et puis elle est maintenant au Collège de France, où elle occupe la chaire d'histoire des religions et j'ai plus la formule exacte. C'est un peu long, donc on va dire histoire des religions. Et elle a publié des ouvrages importants. Je ne vais en citer que deux. Un qui est celui, je pense, qui était en préparation du temps où j'étais à Liège et qui est consacré à Aphrodite, l'Aphrodite grecque, 1994. Et puis un beaucoup plus récent qui est consacré à Héra, donc à l'épouse du dieu des dieux, et qui est paru, qui est un livre en collaboration, mais on va abréger, qui est paru en 2016. Deux interrogations sur les divinités antiques, mais deux interrogations du côté des divinités féminines, ce qui permet de retrouver des questions, peut-être, comme on les a entrevues hier, sur une problématique possible, savoir si les jeux, y compris les jeux de pouvoir, sont genrés ou pas. Ça peut peut-être être une question à creuser. Et aujourd'hui, elle va plus précisément nous parler du polythéisme. Est-ce qu'il faut le regarder comme un jeu divin ou comme une façon de fabriquer des règles humaines? Vinciane, si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Alain. Bien, tout d'abord, je vais sacrifier à la règle très agréable de remercier les organisateurs. J'aurai une pensée particulière pour Lionel Obadia, qui est le premier moteur de ma présence ici, mais aussi pour Catherine Courtet et toute son équipe qui ont organisé tout cela avec beaucoup d'efficacité et de gentillesse. Bien, vous n'aurez probablement aucun mal à imaginer le plaisir qui est le mien de participer à ces rencontres à Avignon cette année, dans la mesure où voir s'afficher au programme du festival Iphigénie et Thyeste, on dirait que ce programme a été fait pour une historienne du polythéisme grec. Et donc l'occasion est très belle de s'interroger, même brièvement, sur le rôle et la place des dieux tels que l'imaginaient les communautés grecques de l'Antiquité, qui ont créé, qui ont récité, qui ont transmis ces récits tout au long de leur histoire. Et c'est en ce sens que je m'insère dans la thématique du jeu et de la règle, en posant la question des relations avec les dieux tels que les concevaient les anciens. Alors pour ce faire, je vais dans un premier temps replacer les figures d'Iphigénie et de Thyeste. J'ai saisi cette occasion qui était vraiment trop belle. Les figures d'Iphigénie et de Thyeste dans leur contexte antique. Et dans un second temps, j'élargirai très brièvement le propos à la vie religieuse des cités. Je suis historienne, donc ce sont les communautés humaines qui m'intéressent. Et le tout en respectant le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire en allant vite. Alors,
je commence par Iphigénie. Les dieux sont censés avoir intimé l'ordre à Agamemnon de sacrifier sa fille. Et ces mêmes dieux, 2 générations plus tôt, étaient censés avoir été mis à l'épreuve par les repas cannibales organisés par Tantale d'abord, puis par Atrée ensuite, ainsi que le rappelle Clytemnestre dans la belle pièce de Racine que j'ai été ravie de voir il y a 2 jours. Et Clytemnestre le rappelle en des vers que je ne résiste pas au plaisir de vous reciter. Vous ne démentez point une race funeste. Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thyeste. Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin que d'en faire à sa mère un horrible festin. Tout est résumé. Alors, s'il est ici un fin lecteur des auteurs antiques, Racine n'a pourtant pas mené la filiation à son terme, puisqu'il ne permet pas que s'accomplisse le sacrifice d'Iphigénie, ni en tant que tel, ni dans la version de son enlèvement par la déesse Artémis, et qui lui substitue un animal qui, lui, est véritablement sacrificiel. La différence est très importante. Mais il en est une autre dont je voudrais partir pour cette brève prise de parole. C'est celui de la responsabilité d'Agamemnon. Racine l'escamote, si je puis dire, et met en scène le roi qui est pris au piège d'un oracle dont il ne comprend pas l'origine. Rien ne vient justifier cet oracle. Et il est en cela fidèle à la tragédie d'Euripide dont il s'inspire. Mais dans d'autres traditions narratives grecques qui touchent à cet épisode, l'oracle qui est révélé par Calchas est intimement lié à une offense que le roi a commise envers la déesse Artémis, et c'est donc la colère de cette dernière qui s'abat sur la flotte et qui l'immobilise à Aulis. Alors, certes, le sacrifice d'Iphigénie nous apparaît comme une monstruosité qui pousse aux limites du pensable la question du respect des dieux et la violence de leur réplique en cas de manquement. Mais ce que nous appelons les mythes grecs étaient de puissants instruments pour penser le monde, pour penser la société, les relations entre les hommes et aussi la pluralité des dieux du polythéisme. Or, le prix qu'Artémis réclame à Agamemnon, si on déploie le mythe dans toute son ampleur, le prix qu'elle réclame à Agamemnon est le présent le plus artémisiaque qui soit. Une jeune fille à la veille de son mariage. Le moment artémisiaque par excellence dans la vie des femmes, avant la mise au monde des enfants. Ce mythe parle en fait non du fait que les hommes seraient le jouet des dieux, et je rejoins ainsi la thématique de notre rencontre. Donc ce mythe, dans ses interprétations antiques, je précise, parle non du fait que les hommes seraient le jouet des dieux, comme Racine le laisse superbement entendre, mais du fait qu'ils sont responsables des actes qu'ils posent, et que le dieu qu'ils offensent possède des prérogatives bien spécifiques dans le chœur polyphonique qui est un panthéon grec. Voilà pour Iphigénie. Maintenant, si je passe à Tantale, la faute ancestrale de Tantale, qui offre son fils en repas aux dieux assemblés, redoublée par celle de Thyeste, comme le rappelle Clytemnestre dans la tragédie de Racine, redoublée donc par celle de Thyeste qui offre... par celle d'Atrée, qui offre donc la chair de ses propres enfants à son frère, cette faute ancestrale qui passe de génération en génération n'est évidemment pas absente de l'arrière-plan du mythe d'Iphigénie. Agamemnon doit mettre sa propre fille à mort, à son corps défendant, mais les crimes de ses ancêtres lui tendent un miroir dans lequel le crime qu'il s'apprête à commettre vient se refléter de façon troublée. En outre, le sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon porte en germe, et on le voyait très bien dans la pièce, dans le Thyeste de Sénèque, mis en scène par Thomas Joly, porte en germe aussi le meurtre d'Agamemnon par Clytemnestre, qui sera à son tour assassiné par son fils. Vous connaissez le mythe.
s'il est évidemment une famille des temps héroïques de la Grèce auquel s'attache avec ténacité la notion de faute ancestrale, c'est celle des Tyndarides, celle des Atrides, si on saute une génération. Alors, dans le cas d'Iphigénie, la transgression est intrafamiliale. On ne peut verser le sang des siens, mais l'exigence divine à l'origine de la mise à mort brouille la scène de crime et va l'habiller en sacrifice expiatoire. D'un point de vue antique, hein, encore une fois, je précise. Dans le cas de Tantale et de Thyeste, en leur festin cannibale, la transgression, elle est évidemment intrafamiliale, mais elle est telle qu'elle en devient cosmique. La règle par excellence qui fait se succéder le jour à la nuit, en un rythme immuable, s'en trouve altérée. Le soleil s'enfuit. L'enfant de Tantale, Pélops, sera ramené à la vie dans les récits antiques, sera ramené à la vie par les dieux eux-mêmes. Dans le cas des enfants de Thyeste, ce ne sera pas le cas. L'horreur est absolue. Mais dans les deux cas, la démesure touche au paroxysme et la sanction divine continue de s'abattre de génération en génération par le biais des fautes commises par Agamemnon envers Artémis ou par le matricide d'Oreste. Donc vous voyez que la responsabilité est une notion fondamentale. Et donc, en parlant des dieux qui jouent avec les hommes, on ne rend pas compte de cette dimension. Alors, ces grands récits peuvent évidemment nous parler encore, puisque des metteurs en scène de talent choisissent de les revisiter en ce début du XXIe siècle. Et on reviendra peut-être dans la discussion sur ce pouvoir qu'ont les mythes de traverser les siècles. Et les pièces choisies dans le cadre de ce festival sont déjà elles-mêmes des reprises du thème grec, puisque Sénèque a repris à Rome ce thème du repas cannibale, et puis Racine a repris la tragédie d'Euripide. Mais j'en viens à mon second point, pour tenir le temps, et affronter le thème du jeu et de la règle sur l'arrière-plan de ces récits épiques, et pour poser la question suivante, très précise, à laquelle évidemment je vais répondre de façon un peu caricaturale. Les Grecs considéraient-ils que les hommes étaient comme des jouets entre les mains des dieux? Est-ce ainsi que se formulait la relation entre les communautés grecques et les divinités qu'ils honoraient? C'est un petit peu le défi qu'on m'a lancé en m'invitant ici. Alors, la réponse à ces questions, je vous le dis tout de suite, d'emblée, m'apparaît comme résolument négative. Même si des philosophes, comme Platon, comme Héraclite, ont pu jouer de la métaphore. Dans un autre registre documentaire, et je remercie Véronique Dazen de m'avoir transmis cette information, dans un autre registre documentaire que celui des philosophes, on a une épitaphe des débuts de notre ère, offre l'image d'un enfant qui a été enlevé à l'affection de ses parents beaucoup trop tôt, et ses parents, dans l'épitaphe, l'imaginent en jouet entre les mains des dieux de l'au-delà. Mais c'est une expression très particulière qui ne relève pas de l'idée que les hommes seraient les jouets des dieux dans leur existence même. Je pense que nous sommes dans un autre registre. Alors, comment donc affronter cette question que je pose? Les Grecs considéraient-ils que les hommes humains étaient comme des jouets dans les mains des dieux? Je vous dis, pour moi, la réponse est négative, mais je dois un petit peu expliquer pourquoi. Alors, dès les plus anciens textes à notre disposition, et on remonte à la période archaïque, 8e, 7e siècle avant notre ère, ça ne date pas d'hier, l'existence humaine est conçue comme une alternance de biens et de maux. En contraste, cette alternance de biens et de maux est évidemment mise en contraste avec la vie des dieux qui, eux, sont éternellement heureux. Et s'il faut définir la condition humaine telle que les Grecs l'envisageaient en une seule formule, cette alternance de biens et de maux me semble la plus adéquate pour condenser cette vision de la condition humaine. C'est pourquoi les moires, encore des déesses, hein, vous avez raison, ça doit être une obsession. C'est pourquoi les moires, que l'on considère trop souvent de façon un peu rapide comme les divinités du destin, mais quand vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose pour comprendre une divinité grecque, les moires, ce sont précisément les déesses de la part. Les déesses de la part qui revient à chacun de la naissance à la mort.
Mais cette part n'est pas conçue comme une implacable détermination à laquelle les humains ne pourraient échapper. Il s'agit d'une part générique de biens et de maux à laquelle tout homme sera confronté au cours de son existence, dans un cadre, et c'est évidemment là que se situe le nœud de la représentation des mythes d'Iphigénie et de Thyeste, une vie, une alternance de biens et de maux, mais dans laquelle la démesure ne doit pas trouver place. Or, cette démesure, c'est précisément ce que met en scène le mythe des Atrides, mais encore une fois, je le répète, au risque de vous lasser, la responsabilité des protagonistes est clairement engagée. Ni Pélops tué par Tantale, ni les enfants de Thyeste tués par Atrée, ni Iphigénie sacrifiée par Agamemnon ne sont le jouet des dieux. Ils sont les victimes d'une démesure toute humaine que viennent sanctionner les dieux. Ce n'est pas du tout la même perspective. Responsabilité humaine, donc, à laquelle j'ajouterai pour terminer, pour conclure, la dimension rituelle de la négociation. Et là, je vous emmène non plus sur le plan des mythes, mais dans la vie des communautés elles-mêmes, les communautés historiques de la Grèce antique. En effet, avec le rituel, nous entrons de plein pied dans cette vie des communautés antiques. Car si la condition humaine se définit par une alternance de biens et de maux, cela signifie que les humains sont désormais éloignés des dieux. Dans la représentation de l'histoire des hommes, vous avez ce moment d'éloignement. Il y avait une proximité, dans un passé héroïque, une proximité entre les hommes et les dieux, et puis un éloignement progressif avec la crise de Prométhée. Je ne reviens pas sur ce point. Et cet éloignement conduit les hommes à entrer en contact avec les dieux par le biais du rituel, puisque ce contact ne peut plus être immédiat. Et le repas que Tantale lui-même était censé avoir partagé avec les dieux, avec les conséquences qu'on connaît, relève précisément des temps héroïques d'une commensalité qui ne peut plus être. Désormais, la communication avec les dieux passe par le sacrifice d'un animal domestique qui est mis à mort sur les autels des cités. Et pour comprendre la démarche sacrificielle, alors je suis désolée pour les linguistes dans la salle, je vais peut-être les heurter, mais j'utilise volontiers la métaphore du langage. Pour comprendre donc la démarche sacrificielle, je la compare volontiers à une sorte de langage par lequel les hommes expriment à la fois l'hommage dû à la puissance des dieux, mais aussi les attentes de la communauté sacrifiante. C'est l'interaction habituelle d'un rituel sacrificiel. Et sur ce langage qui est partagé par tous les Grecs, vient se greffer la parole spécifique de chaque sacrifice particulier. En effet, le rituel est conçu comme une démarche traditionnelle, une démarche répétitive, revendiquée comme telle et inscrite dans la mémoire des pères, donc la règle par excellence. Mais c'est aussi, derrière cette revendication de la tradition, un haut lieu d'expérimentation et de nouveauté, même s'il se part des atours de la tradition. Et précisément parce que le polythéisme grec est un système religieux flexible, fluide, où à la pluralité des dieux, à la pluralité des récits qui les concernent, correspond la souplesse des démarches rituelles qui autorisent la négociation. Non pas le marchandage sordide que dénonçait le Socrate de Platon, mais un dialogue continu avec des dieux conçus comme des partenaires de la vie familiale, de la vie sociale, de la vie politique aussi, et dont l'intérêt des dieux est engagé au même titre que celui des hommes dans le bien-être de la communauté. Donc vous voyez, à partir du moment où on se place sur le plan de la responsabilité dans les traditions narratives et sur celui de la négociation dans le contexte rituel, l'idée de l'homme comme jouet des dieux s'évanouit. Donc, comme l'avait évoqué Véronique Dazen dans sa présentation d'hier après-midi, le jeu avec ses règles est valorisé très positivement en Grèce, et c'est une référence à la compétition, à la part de chance aussi associée à la volonté des dieux, qui caractérise l'excellence aristocratique. Et
J'ajouterai en guise de conclusion donc, de ce bref parcours auquel je vous ai convié, que les dieux donc, n'en jouent pas pour autant avec les hommes, mais qu'ils autorisent par les divers canaux rituels à la disposition des humains une interaction qui atteste à la fois la responsabilité des hommes et la liberté qui reste la leur. C'est peut-être pour cela, parmi bien d'autres raisons, que les traditions narratives des Grecs que nous appelons des mythes continuent de résonner pour nous, en des interprétations nouvelles. Mais c'est sur cela que je voudrais vraiment conclure. Nous ne devons jamais perdre de vue, et là c'est l'historienne qui parle, nous ne devons jamais perdre de vue que ces relectures, que ce soit celle de Sénèque, celle de Racine, et puis celle de Chloé Dabert et de Thomas Joly, qui reprennent ces pièces pour un public du XXIe siècle, ces différentes relectures ne peuvent être projetées telles quelles sur la culture qui les a fait naître et qui les a transmises. C'est sans doute pour ça que je fais un autre métier que celui de Chloé Dabert et de Thomas Joly. Merci pour votre attention. Merci Vinciane, merci infiniment. Je pense que la transition est parfaitement faite. Chloé, venez nous rejoindre, vous avez été invitée. C'était un enchaînement parfait qui nous a montré que plutôt que le Deus ex machina habituel, on avait des dieux qui étaient peut-être arbitres, et que plutôt que le fatum habituel, si je peux mélanger du grec et du latin, on avait peut-être de l'hubris et du néphas, et que les arbitres étaient aussi des partenaires. Alors, voilà quelqu'un qui a regardé Iphigénie, qui s'est plein d'enthousiasme, et voilà quelqu'un qui vient de nous proposer une de ces nouvelles médiations avec ces mythes antiques. Donc, tout le monde ici connaît Chloé Dabert. Nous sommes ravis de l'accueillir. Moi, je suis extrêmement intimidé parce que, pour une raison qui m'est très particulière, oui, ma chère Chloé, mon œil vous est fidèle. J'étais à Iphigénie, mais j'étais déjà là pour... j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, qui était la précédente mise en scène de Chloé, qui était au Vieux-Colombier pour la Comédie Française. Donc elle travaille énormément. Je ne vais pas vous faire sa biographie, le passage par le conservatoire, Lorient, et puis maintenant ça sera Reims, je pense, hein, un itinéraire qui s'annonce comme un itinéraire riche et qui est déjà riche de beaucoup de productions. Et elle a décidé, chose qui m'intimide, de monter Iphigénie. Il se trouve que je suis censé être un spécialiste de Racine, que j'ai publié Iphigénie, qu'on montait Iphigénie, donc je suis à la fois ravi, comme chaque fois que j'ai l'occasion de le voir, et absolument terrorisé. On me dirait qu'il faut que j'en parle, mais moi je ne sais rien dire, ce sont les metteurs en scène, les acteurs, les actrices qui savent en parler, donc je ne sais quelles questions poser, d'où l'arrangement merveilleux qui fait que les questions sont posées par Vinciane et non pas par moi. Et je voudrais poser une question un peu traîtresse, mais juste ma question. Je me suis amusé quand je commentais Racine à cette obsession racinienne sur les 11 tragédies raciniennes. Il y en a 7 qui commencent par « oui ». Et Iphigénie commence par « oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille ». Viens, reconnais la voix qui frappe à ton oreille. Alors, chaque fois, on se dit, que faire de ce oui? Et celui d'Iphigénie, me semble-t-il, indique que le monde est à l'envers. Celui qui est le premier debout et qui réveille son valet de chambre, son homme de confiance, c'est le roi, non pas l'inverse. Et alors, vous avez fait un choix fort pour cette ouverture d'Iphigénie. Moi, je l'ai lu comme un moment où, tiens, je vais faire du Shakespeare un petit peu, mais time is out of joints. Le temps n'est plus dans l'ordre où il devrait être. Le désordre est déjà installé. Et c'était ça, où j'ai mal vu la pièce. On s'est fait la réflexion, en tout cas, de cette scène d'exposition qui reprend aussi des choses qui sont dites par Ulysse plus tard. Et il
il y a quelque chose avec le temps, en effet, dans le premier acte, où les choses pourraient être dans un ordre différent, en fait. Enfin, la discussion avec Ulysse pourrait déjà a déjà eu lieu, pourrait déjà avoir... Enfin, il y a une espèce de quelque chose qui tourne un peu, en effet, comme ça. Donc, en effet, cette scène, on sent qu'il y a déjà eu, avant, tout ce qui est dit après a déjà été dit avant. Ouais. Ah, et pourquoi Racine? Pourquoi Iphigénie? Parce que vous êtes quand même plutôt attiré dans ce que je connais par des textes contemporains. Oui. Et là, il y a eu cette envie, ce défi d'aller vers un mythe antique par la médiation de Racine. Je pense pour la langue d'abord. Comme je travaille beaucoup sur les écritures contemporaines, je respecte beaucoup les auteurs, donc j'essaye d'être fidèle à la partition. Je travaille les textes vraiment comme une partition. Dans ce souci de textes du coup qui sont très écrits, qui sont très exigeants, très précis, avec beaucoup de contraintes pour les acteurs, j'avais vraiment déjà pour la langue, l'amour de cette langue-là, qui est très belle, que j'avais envie juste de faire entendre en fait. Je trouve qu'on l'entend plus beaucoup, donc voilà. Et puis en fait, finalement le Lagarce que j'ai monté au français au mois de janvier, assez inconsciemment, qui est aussi une langue très chargée. Je pense que Lagarce, je dis pas de bêtises, était fan de Racine. Et il y a vraiment aussi dans cette pièce quelque chose, donc assez inconsciemment, je pense que j'avais envie d'aller par là. Et puis c'est une pièce que j'aime bien depuis longtemps, depuis l'adolescence. Enfin, c'est une pièce qui m'est revenue plusieurs fois. Qui, je trouve, résonne. Enfin, voilà, ça fait partie de ces mythes sur lesquels la société contemporaine s'est quand même construite. On a tous ça quelque part derrière, donc ça conditionne probablement quelque chose chez nous. Donc je trouvais ça intéressant de le faire entendre aujourd'hui, parce que ça peut faire écho. Ça a fait écho, ça fait écho, ça fera écho encore demain. Oui, voilà. Après, je pense que j'avais vraiment envie de faire entendre ce poème, quoi, tout simplement. Oui, ça, si je peux me permettre de glisser un mot, ces derniers, on a senti que vous aviez envie de le faire entendre. Et je signale en passant, parce qu'il y en aura des reprises, que de la même façon, dans le cas du Lagarce, on sentait aussi qu'il y avait envie d'entendre ces voix et ces mots. Mais je me tais, je laisse la parole à Vinciane. Première réaction de sa part. En fait, moi, j'avais envie de vous poser une question, mais j'ignore si vous avez déjà la réponse. Quand j'ai assisté à la représentation, j'étais évidemment ravie, parce que j'aime aussi beaucoup la langue de Racine, et je pense que vous lui avez donné toute sa place dans cette mise en scène. Avez-vous déjà des réactions, je dirais, de la jeune génération ? C'est-à-dire des jeunes d'une vingtaine d'années qui reçoivent cette pièce. Est-ce que vous avez déjà des retours ? Parce que ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit comment des jeunes de 20 ans qui ont d'autres rythmes dans l'oreille, qui n'ont pas l'oreille formée à ce genre de phrasé, d'énonciation, comment reçoivent-ils ? Est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus ? C'est un peu anecdotique comme question, mais ça m'intrigue depuis que j'ai assisté à la pièce. Là, au festival, c'est particulier parce que pour l'instant, finalement, on a joué 2 fois. C'est vraiment les 2 premières représentations. On n'a jamais joué ce texte avant. C'était vraiment une vraie première. Donc on est nous-mêmes encore dans la découverte de cet objet avec un public. Donc c'est encore c'est un spectacle qui est en train de prendre sa place. Et donc, j'ai pas de retour public. J'ai une rencontre publique cet après-midi. Donc, d'accord, voilà, ma question est prématurée. Mais en revanche, moi, je travaille beaucoup avec des adolescents. Et à l'automne, j'ai travaillé avec une classe de seconde à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, sur le texte, justement, pour voir un peu si éventuellement ça pouvait leur raconter quelque chose. Et c'est une classe de seconde générale, quoi. On a travaillé une semaine assez intensive sur le texte.
Et au début, bon, je pense qu'ils se disaient un peu qu'est-ce que c'est que ce truc, les Alexandrins. Et finalement, en travaillant, alors évidemment, je ne sais pas vraiment comment l'objet va être reçu. Ça, c'est une chose. Mais par rapport à la langue ou par rapport à l'histoire, enfin, pour eux, la découverte du récit, bon, déjà, je pense qu'eux-mêmes se sont pris vraiment au jeu de dire cette langue. Et au bout d'une semaine, ils se tenaient comme ça, ils faisaient Ulysse, ils étaient à fond. Et je pense que ça les a... Les questions qui sont posées quand même dans le texte, je les ai beaucoup fait travailler sur le monologue d'Ulysse ou la scène 4 de l'acte 4, Iphigénie, Clytemnestre, Agamemnon. En tout cas, sur la question... sur les questions de fond, on va dire, je pense que ça les a quand même intéressés et puis que ça fait quand même écho à des choses, des films ou des séries, des choses qui finalement aujourd'hui sont toutes construites là-dessus. Donc, donc ils connaissent, puis ça les... moi je pense que ça les intéresse, qu'après ils ont peut-être une vision qu'il faut travailler en fait pour leur faire découvrir en fait ces récits ou ces langues, et que en tout cas au bout d'une semaine ils étaient tous à fond, ils ont tous lu la pièce, donc je pense que ça résonne, mais qu'il y a en effet il faut créer les occasions de le... Il y a une rencontre voilà, qui doit être faite un peu volontairement, enfin il faut travailler, quoi. Et si je peux enchaîner avec cette question, et avec la mise en scène, et avec mon point de vue de raciniste, Racine, dans la préface d'Iphigénie, explique, je reviens à l'intervention de Vinciane, qu'une de ses difficultés, c'est qu'il ne pouvait pas mettre en scène un miracle. Donc il fallait... C'est très dommage. Oui, qu'il fallait qu'il trouve une autre solution. Et l'autre solution, ça a été d'inventer le personnage d'Ériphile. Or moi, j'ai été, je sais que je ne suis pas le seul, comme spectateur, assez accroché particulièrement par ce personnage d'Ériphile. Et j'imagine que pour des adolescents, des lycéens, ça doit être un personnage qui les accroche aussi assez fort. Et alors, c'était quoi pour vous,Ériphile? Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle porte? La particularité de cette pièce qui peut ne pas être considérée comme une tragédie, on m'a même dit mélodrame à la fin, parce que c'est censé se terminer bien, en fait. Du coup, comme Racine ne fait pas mourir Iphigénie, et en plus ne la remplace pas par une biche, mais par une... Voilà, parce que le côté surnaturel, en fait, ne lui plaît, la résolution surnaturelle ne l'intéressait pas. Je pense que, comme ça, la première lecture de la pièce, on est content, en fait, quand Iphigénie, finalement, ne meurt pas, parce qu'on s'accroche, on se dit « Ah, bon, ça va, elle n'est pas morte. » Mais bon, finalement, quand même, on sacrifie une autre jeune fille. Enfin, pour moi, c'était quand même... Évidemment, dans cette pièce, c'est la famille, donc on ne peut pas sacrifier Iphigénie, donc on sacrifie une autre jeune fille qui ne va manquer à personne, c'est pas grave, mais on sacrifie quand même une jeune fille qui, finalement, est Iphigénie. Donc finalement, il sacrifie quand même Iphigénie, mais c'est ça qui est assez ambigu, et c'est vraiment le double. C'est une pièce qui marche vraiment par deux, doncÉriphile, c'est vraiment le double d'Iphigénie. Elle s'appelle aussi Iphigénie, il y a vraiment, c'est la même, sauf que comme on peut pas sacrifier la vraie, mais on la sacrifie quand même. Enfin, je trouve voilà. Mais je trouve que effectivement c'est le double, et que c'était une des questions que j'avais envie de poser aux deux. C'est quoi dans le mythe, parlant ici de jeu, que ce jeu qui fait qu'il y a constamment des doubles et des répétitions et des réitérations et des doubles jeux et des oracles à double sens? C'est nettement souligné dans votre mise en scène d'Iphigénie. Enfin, c'est quoi cette ténacité, cette résilience du double, et dans le mythe et dans la mise en scène? Qui répond la première? Je commence par le mythe.
En fait, pour répondre rapidement à la question, je reviendrai à la notion que j'ai invoquée tout à l'heure, celle d'expérimentation. C'est-à-dire que les traditions narratives des Grecs sont véritablement un lieu d'expérimentation continuelle. C'est-à-dire qu'il y a un processus de recherche, de multiplication des angles de vue. Il n'y a jamais une réponse à une question, à une problématique. Il y a un éventail de possibles. Et le double, l'itération, la transformation, la métamorphose, sont autant de processus qui permettent de balayer le plus large éventail possible. Voilà la réponse que je peux donner à cet égard, de mon point de vue. Oui, mais vous, ce sont des êtres de chair que vous Oui, mettez. mais c'est vrai que le côté expérience, je trouve, dans la pièce, d'expérimentation, le côté expérience, la pièce s'appelle Iphigénie. Elle pourrait s'appeler Agamemnon aussi, parce que c'est aussi, il y a aussi, ça marche vraiment par deux, mais pas toujours pareil. Donc il y a aussi Agamemnon Achille et Agamemnon Iphigénie, pour d'autres raisons. Après, j'anticiperai sur... c'est donc chez Racine, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une réécriture. Donc c'est le 17e, donc il y a une espèce de confusion aussi entre les dieux grecs et la religion monothéiste. Enfin, il y a une confusion, il y a quelque chose qui se mélange, et il y a cette question des anciens, les nouveaux, ceux qui remettent en question, ceux qui remettent pas en question. Donc il y a ce double aussi entre Agamemnon et Achille. Il y a Agamemnon Iphigénie d'un côté, Achille Clytemnestre de l'autre. Il y a sans arrêt en fait cette chose-là. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience qui est faite. On a vraiment Agamemnon comme au milieu comme un rat, laboratoire quoi. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il est là et qu'on le teste, on lui fait des choses et on regarde un petit peu comment il réagit. Je trouve qu'il y a vraiment cette chose-là. Diderot, je ne sais plus où, parce que ma mémoire me trahit, a des pages magnifiques sur le fait que c'est la tragédie d'Agamemnon et qu'un bon spectateur doit pleurer devant tout ce que le pauvre Agamemnon subit comme situation de torture. Mais j'ai oublié la référence, mes amis 18e présents dans la salle m'aideront à la retrouver. Mais chez Diderot, il y a déjà très, très fort cette idée que oui, Agamemnon est mis au centre d'une situation de torture, où il s'épie un peu lui-même, mais c'est ça, l'expérience. Mais, si vous me permettez, la pièce ne pouvait pas s'appeler Agamemnon. Ah oui. Parce que l'Agamemnon, c'est la pièce où Agamemnon meurt. Oui, c'est déjà fait. Donc c'est clair que, encore une fois, du point de vue ancien, c'est clair que c'est une pièce qui ne peut pas s'appeler Agamemnon. Nous avons peut-être des questions dans l'assistance. Bonjour. Il me semble que cette question de la dualité que vous évoquiez à l'instant se joue aussi dans cette scénographie très suggestive que vous avez imaginée à partir d'une partition spatiale entre un espace qui évoque la nature et peut-être donc une forme de loi de nature, et puis cette tour métallique qui évoque à la fois peut-être, enfin qui a évoqué pour moi en tout cas la technologie, la guerre, mais aussi les dieux, et donc cette loi imposée, transcendante. Et je me demandais comment cette dialectique-là avait travaillé dans votre dramaturgie, votre travail sur la pièce. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Pardon. Et moi, j'ai l'impression que votre espace, il est construit sur une confrontation entre un espace où il y a la nature, ces sortes de blé, et puis un espace plus froid, plus métallique. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ou pas du tout ? Pas tout à fait, parce que, en fait, j'avais juste envie de donner des codes. En fait, bon, c'est quand même comme je fais ce travail sur la langue, qui est vraiment le point de départ avec les acteurs. J'avais juste envie de donner des codes. Donc, c'est des éléments, en fait. Donc, oui, le camp, enfin, je voulais vraiment signifier le camp militaire, quelque chose d'un peu plus
non identifiables, intemporels. Enfin, ça c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on n'allait pas le monter en toge, on n'allait pas le transposer dans une époque. Donc on avait vraiment envie de brouiller les pistes, en fait, sur le contexte dans lequel on est, sauf que c'était une guerre, quoi. On avait vraiment envie de souligner ce camp de fortune sur la plage, et en effet, ce rapport aux éléments, avec la hauteur, ce rapport aux dieux, signifier la plage, voilà, après, la technologie, c'est pas quelque chose à laquelle on a pensé, mais un univers un peu froid, un peu dur, comme ça, oui. Question suivante. Bonjour, c'est une question pour Madame Pirenne. Merci beaucoup de cette lecture qui réoriente notre regard. Je voulais savoir si vous pouvez nous dire un mot sur la façon dont le récit, justement, des hommes comme jouets des dieux s'est constitué, et si, à votre avis, à quels enjeux ça pouvait répondre d'avoir construit ce récit que vous nous avez déconstruit. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on trouve effectivement des éléments dans ce sens dans l'œuvre de Platon, notamment. C'est surtout. Alors, on a des fragments d'Héraclite aussi, mais c'est toujours extrêmement difficile de travailler sur des fragments. Platon, de ce point de vue-là, est évidemment un auteur privilégié. Là, je pense qu'on est vraiment dans une réflexion qui est orientée dans une vision du monde spécifique. Une vision du monde spécifique et un rapport au Dieu qui se modifie dans la réflexion philosophique. Le rapport entre l'homme et les dieux est évidemment profondément différent. Néanmoins, encore une fois, c'est parce que je n'ai pas le temps de le faire et de toute façon je n'ai pas préparé dans ce sens, mais même chez Platon, je pense qu'il faut nuancer fortement les quelques passages où il a cette image de l'homme comme jouet des dieux, parce que ce sont des passages qui sont chaque fois déterminés par un propos circonstanciel. Et Platon, même s'il y a cette vision d'un dieu dont certains ont tendance à le considérer comme unique, Platon reste polythéiste. Et il y a donc, même dans la pensée philosophique, une multiplicité de possibles. Et donc cette vision d'un destin où les hommes seraient le jouet des dieux est peut-être une possibilité que le philosophe déploie. Mais quand moi je regarde dans les communautés que j'étudie, je ne trouve pas dans la ritualité de leur comportement quelque chose qui permet de rencontrer cette vision théorique des choses, mais qui n'est, même chez Platon, qu'impossible parmi d'autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, si les hommes ne sont pas les jouets des dieux, ils sont forcément responsables. Ah, c'est ça, évidemment. Et alors, la question pour l'une et pour l'autre, c'est qui est responsable? Tous? Certains? À qui la faute? Responsable dans le cadre de la pièce? Dans le cadre d'Iphigénie, je ne parle que d'Iphigénie. Je précise ma question pendant que tu réfléchis. Il y a peu de pièces de Racine où il y ait des personnages innocents. À ma connaissance, il n'y en a que deux. Il y a Monime dans Mithridate et Iphigénie dans Iphigénie, qui soit ailleurs, sauf quand il s'agit de petits-enfants, dans Athalie, mais ailleurs, tous les personnages ont tous une part de responsabilité. Là, il me semble qu'Iphigénie n'en a pas, mais tous les autres en ont, me semble-t-il, non? De responsabilité. Après, il y a ce que vous racontiez tout à l'heure sur le fait aussi de la famille, dont porte la responsabilité des pères, quoi. En fait, les fils qui portent c'est ça. Hein, donc ça dépend si on les dieux, en tout cas, là on est dans le mythe. Ça dépend de quel point de vue on se place par rapport à cette question. Je dirais que c'est pas. Moi, je me suis pas posé la question de à qui la faute, parce que chez Racine, il y a aussi très fortement cette, comme je disais, cette querelle des anciens, des nouveaux.
il y a quand même cette question, ce que dit Achille au début, c'est les dieux sont de nos jours les maîtres souverains, mais notre vie est dans notre propre main. Il y a cette notion de les dieux décident peut-être quand est-ce qu'on va mourir, mais nous, on décide comment. Et Iphigénie, elle n'est pas non plus... Nous, on a essayé de... Enfin, après, je ne sais pas si on a réussi, mais de faire que Éryphile qui va, à cause de qui tout arrive, enfin, le dénouement en tout cas, elle a des raisons, en fait, elle a des raisons, c'est pas juste de la jalousie, elle a des raisons par ailleurs d'agir comme elle le fait. Iphigénie, elle décide, elle prend la décision quand même à un moment, elle prend sa responsabilité, en tout cas elle considère que c'est sa responsabilité, elle pourrait ne pas le faire. Donc c'est plus de savoir comment chacun à l'intérieur de cette histoire décide où est sa responsabilité, et c'est vrai qu'on sent ce rapport au Dieu peut-être qui se rapproche du mythe. On sent qu'ils ont, enfin les personnages ont le choix en fait. On a l'impression qu'ils n'ont pas le choix, mais en fait ils ont tous le choix. Voilà. Donc c'est chaque personnage décide quelle responsabilité il considère qu'il doit prendre dans cette histoire. Merci. Vinciane. Oui, ben je souscris tout à fait. Oui, et c'est ça qui est magnifique dans la relecture du mythe par Racine. C'est évidemment, quand je disais tout à l'heure que c'est un fin lecteur des anciens, il y a une compréhension en profondeur des enjeux du mythe antique, mais avec évidemment une lecture qui est actualisée pour son temps, et c'est absolument remarquable. Merci beaucoup. Alors, je vous donne 3 conseils. Le premier, c'est aller voir Iphigénie si ça n'est déjà fait. Le deuxième, c'est lisez Aphrodite, l'Aphrodite grecque si ça n'est déjà fait. Le troisième, c'est évidemment relisez Racine. En particulier, il y a une excellente édition dans une belle couverture jaune signée de Sylvain Guyot et Alain Vialet que je vous recommande. Mais ça, c'est pour la petite publicité personnelle. Je voudrais que nous remercions très fort Vinciane et que nous remercions avec nos applaudissements Chloé pour son Iphigénie. Bravo et merci. Super.